Bueno, antes de todo, saludar a los colegas argentinos de Neuquén. Bienvenidos et agréables. Entonces, bueno. Je vais vous parler, ce qui est un peu liégeux, vous parler de l'évolution des glaciers au niveau mondial. Et donc, en moins de 20 minutes, ça va être un peu difficile. Ce sont les règles du jeu qu'il faut accepter. Donc, effectivement, je parlerai surtout des Alpes. On a beaucoup de documents sur les glaciers alpins, ça depuis plusieurs siècles. Mais aussi, je reviendrai à mes chers amours passés, les glaciers mondains, que j'ai passé notamment à leur chevet. Et là, d'ailleurs, on arrive au sommet du Nevado Antisana, qui est en Équateur. On est là à 0 degré 28 minutes sud, donc on est pratiquement sous l'équateur. Et c'est un des glaciers qu'on a équipé avec le collège équatorien. Et sous la coupe de nuages, eh bien, c'est rien de plus que la forêt amazonienne, et qui a pratiquement, ici on est à 5800 mètres, 1000 mètres au-dessus du Mont Blanc, et sous les nuages, on est vite à 400 mètres dans la grande forêt. Voilà. Donc, allons-y. Vers les montagnes sans glaciers, la fonte des glaciers s'accélère à travers le monde. Conséquence sur la ressource en eau, c'est ce que je vais essayer de vous présenter là, de façon très rapide, succincte, je suis désolé. Mais voilà, on va essayer de vous donner une assez bonne idée de l'état de santé des glaciers au niveau mondial. Et présenter ces glaciers, eh bien, tous les liserés noirs que vous avez sur cette planisphère, qu'on appelle la cryosphère, ce sont des glaciers de montagne. Et évidemment, là c'est l'Antarctique, mais vous voyez qu'il y a des glaciers de montagne en péninsule. Il y a les Andes, un salut aux glaciares patagónicos, ici, Patagonie, terre de feu, le Chili moyen, enfin les Andes moyennes ici, arides, les glaciers tropicaux, là où j'ai travaillé pendant pas mal de temps. Et puis, vous avez bien sûr l'Alaska, ici, le glacier, ce sont les glaciers d'Asie centrale, Tibet, Tien Shan, Pamir, etc. Et puis les îles du Nord-Atlantique, comme l'Islande, Nouvelle-Zélande, Svalbard, Spitsberg, bien sûr, Scandinavie, puis nos petits glaciers alpins qui sont là. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a à peu près 200 000 glaciers de montagne dans le monde, et pour une surface plus grande que la France, hein, si on totalise tout, 730 000 km². Et alors, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, si on fait fondre tout ça, eh bien, les glaciers de montagne vont soulever, par transfert de masse, vont soulever le niveau actuel des océans de l'ordre de 30-40 cm. C'est pas grand-chose. Enfin, c'est déjà pas mal pour ceux qui écoutent en canard. Mais par contre, si on fait fondre le Groenland, vous voyez qu'on prend 7 mètres. Ça devient très très sérieux. Et si on fait fondre l'Antarctique, 58 mètres. Vous voyez que la région parisienne, ça devient un Alors, pourquoi étudier ces glaciers de montagne s'ils représentent si peu au niveau en termes d'élévation du niveau marin? Eh bien, parce que, il a un océan à peu près 270 milliards de tonnes d'eau chaque année. Autrement dit, il contribue de façon significative à l'exhaussement du niveau de l'océan. C'est pratiquement général avec le Canada, avec le Groenland et avec l'Antarctique. Donc, pour ça, eh bien, ça mérite une étude, et ça tombe bien puisque ces glaciers de montagne sont de mieux en mieux étudiés. Ça, je ne commande pas, vous connaissez. Je rappelle très rapidement ce qu'est un glacier. Un glacier, il reçoit sa masse, des précipitations hivernales, qui subsistent à la fin de l'été sur la partie haute, ce qu'on appelle la zone d'accumulation. Plus bas, il y a la zone d'ablation, où, durant l'année, l'ablation, c'est-à-dire la fonte, l'emporte sur l'accumulation. Si bien qu'il y a un excès de masse qui se forme au sommet, dans cette région. Et comme la glace est, du point de vue mécanique, un plastique qui
se déforme sous l'effet de son propre poids, eh bien, cette glace formée en excès en haut coule, entretient un flux qui va jusqu'au front. Et si le front ne descend pas plus bas, c'est parce que la pression est tellement forte que toute la glace qui arrive de l'amont, eh bien, disparaît, donnant un torrent qu'on appelle le torrent émissaire. Bon, ça c'est des révisions faciles, mais enfin c'est important de montrer que la base de l'étude des glaciers, c'est le bilan de masse. Autrement dit, c'est l'accumulation moins la pression. Et si l'accumulation l'emporte au cours de l'année, eh bien, il va y avoir un transfert de masse très important du haut vers le bas, et au bout d'un certain temps, le front du glacier va augmenter. On dit que le glacier avance. À l'inverse, si l'accumulation est plus faible que la pression, ici, eh bien, au bout d'un certain temps, la vitesse du glacier va diminuer, son épaisseur va diminuer, le transfert de masse du haut vers le bas, et le front va remonter. On dit que le glacier recule. Ouais, c'est tout ça. Mais enfin, ça exige un certain nombre de mesures pour le démontrer. Par exemple, le glacier de Saint-Sorlin, dans le massif des Rousses, tout près de la station de l'Alpe d'Huez. Vous avez la partie haute, zone d'accumulation, avec des fourrages. On fait des fourrages à la fin de l'hiver et à la fin de l'été pour voir ce qui finalement subsiste comme accumulation sur la partie haute, dans la zone d'accumulation. Et puis là, on enfile des balises dans la partie basse pour voir quelle quantité d'eau a disparu au cours de l'été. Et en faisant cette équation simple, bilan de masse en fonction des tranches d'altitude, on tombe sur le delta H, le rho delta H, qui est finalement la quantité d'eau que le glacier a gagné ou que le glacier a perdu au cours d'une année. Voilà, c'est le bilan de masse. J'en parle parce que je vais vous présenter des données là-dessus. Heureusement, depuis, on peut dire, le début des années 2000, grâce au satellite, on arrive maintenant à documenter pratiquement tous les glaciers de la planète. Soit par laser, soit par radar, en tout cas, toutes les contrées maintenant de la Terre qui comprennent des glaciers, y compris bien sûr les polaires, sont documentées. Mais c'est une série de 20 ans, tandis que grâce aux glaciologues, et en particulier les glaciologues de Grenoble, on a des données de bilan de masse depuis, disons, les années 50, donc un peu plus d'un demi-siècle. Donc, environ 200 000 glaciers de montagne dans le monde, moins de 60 font l'objet d'un suivi de terrain régulier, en grande partie en Europe et dans les Alpes en particulier. Moins d'une quinzaine représentent des séries de mesures continues depuis les années 60. Vous voyez ? À présent, c'est ce que je veux dire, l'imagerie satellite nous permet de documenter pratiquement tous les glaciers en surface de cette planète. Alors, le deuxième point, les glaciers reculent depuis un siècle et demi, et ce recul s'accélère depuis quelques décennies. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer en quelques mots. En effet, quand on regarde la longueur des glaciers, ici des glaciers bien connus, dans la région de Chamonix, vous avez la mer de glace, vous avez les Bossons, vous avez le glacier de Grindelwald, là on est en Suisse, Argentière. Vous voyez que les glaciers ont atteint une très grande longueur jusqu'en 1850. C'est ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire. Et les glaciers étaient tellement longs qui venaient titiller les populations de Chamonix, qui venaient recouvrir les champs, qui venaient détruire les forêts et quelquefois les habitations. Et en effet, à partir de 1850, ce qu'on note, au niveau de toutes les Alpes, et bien ailleurs, on note une décrue glaciaire extrêmement marquée. Et cette année 1850 est une année clé, disons, c'est la fin du petit âge glaciaire. Et après, on retrouve le bilan de masse, ici,
On se retrouve au XXe siècle, 1900-2020. Ici, c'est gain ou perte d'eau, selon les glaciers. Ici, c'est un échantillon donc, de 5 glaciers, 6 glaciers même, la mer de glace, Argentière, Gibraltar, c'est en Vanoise, Saint-Surlin, c'est dans les Rousses, Glacier Blanc, c'est en Moisan, on est dans Massif des Écrins, et Savenne, c'est, on peut dire c'était, dans le Massif des Rousses également. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du siècle? Siècle plus 20 ans, hein, depuis 1900. On voit qu'au début du siècle, du XXe siècle, les glaciers sont à peu près proches de l'équilibre. Ensuite, un premier affaissement. Les glaciers perdent pas mal de masse, au moins 10 mètres d'eau, dans les années 40 et début des années 50. Ensuite, de nouveau, à part Savenne, on est allé proche de l'équilibre dans les années 55 jusqu'en 80, à peu près. Proche de l'équilibre. Le climat tolère que les glaciers n'avancent plus significativement ou ne reculent plus significativement. Voilà. Et alors, c'est ça qui est un peu extraordinaire, c'est à partir de 85, et plus encore, à partir de 2003, on a un tassement extrêmement rapide des glaciers. Les glaciers perdent énormément d'épaisseur, le bilan de masse est très très négatif. Et c'est ça, on est sur cette trajectoire de déclin extrêmement marqué et rapide des glaciers. En effet, les Suisses, c'est pareil en Suisse, bien sûr, les Suisses ont tracé ce document qui est assez intéressant. Les pourcentages correspondent aux pertes, si le pourcentage est négatif, tous sont négatifs, aux pertes par rapport à l'année précédente. Par exemple, ici en 2005, ça a perdu 2,3% de masse par rapport à l'année antérieure, 2004. Et pourquoi je vous montre ce graphique? Pour vous montrer qu'il y a des années tout à fait exceptionnelles. Et il y a eu 2 années exceptionnelles, elles sont les plus proches de nous, c'est 2002 et 2022, et 2023. Vous voyez, on a vraiment eu ces années-là des pertes tout à fait extraordinaires par rapport à toutes les semaines. Si bien que si on fait l'ensemble de ça, eh bien en Suisse, et la Suisse c'est le pays qui contient le plus de glaciers dans les Alpes, eh bien entre 2001 et 2023, les glaciers ont perdu plus du tiers de leur masse. Plus du tiers. C'est considérable. Et à ce rythme-là, bien sûr, les petits glaciers, ceux qui sont les plus vulnérables et les plus bas en altitude, eh bien, ils disparaissent. C'est le cas du glacier de Savenne, pour ceux qui connaissent la station de ski de l'Alpe d'Huez. Savenne, ici en 1906, un glacier qui avait 109 hectares, qui mesurait encore 50 mètres d'épaisseur de glace à son centre. Eh bien, voyez-le en 2016, il reste 2 petits patchs de glace ici, et l'an dernier, j'ai ici monté, en 2023, il y avait plus de glace. Donc le glacier a complètement disparu. Alors, est-ce que Savenne est particulier? Ben, on verra malheureusement que ce n'est pas un cas particulier. Retrouve-t-on la même tendance ailleurs dans le monde? C'est-à-dire partout des Alpes, qui sont les montagnes les plus étudiées de la planète au niveau des glaciers, et regardons ici là si on retrouve la même tendance. Alors voilà le graphique qui paraît un peu compliqué, mais on a remis toutes les données à zéro en 1960, et puis on regarde depuis 1960 en cumulant les bilans de masse de chaque année, chacune des années. On regarde ce qui se passe. Et vous voyez ce qui est frappant, c'est que la première chose, c'est que pratiquement tous les glaciers du monde perdent de la masse. Alors vous avez les glaciers qui perdent énormément de masse. C'est par exemple en Patagonie. En Patagonie, regardez, on a perdu 40 mètres d'eau. Imaginez les glaciers où on enlève 40 mètres sur toute la surface du glacier. Et c'est des glaciers très vastes, dont beaucoup se jettent d'ailleurs dans l'océan. C'est le cas de l'Alaska, des tropiques, bien sûr, Nouvelle-Zélande. Un paquet intermédiaire où on est dans des pertes de l'ordre de 18 mètres, 20 mètres, qui comprennent ça.
Vous voyez que ce ne sont pas les Alpes qui perdent le plus. Et puis les glaciers, quelques glaciers, et c'est intéressant, qui sont restés à l'équilibre très très longtemps. Il y a encore quelques années, ils étaient à l'équilibre. C'est le cas de l'ouest de l'Himalaya, le cas du Karakorum, des Kunduz. Donc là, Karakorum, Kunduz, on est sur la frontière entre Pakistan et Chine. Kunduz, c'est la grande chaîne qui borde le nord du plateau tibétain, ici, et les Tian Shan, donc ici. Voilà, alors ça, on appelle ça quelquefois l'exception Karakorum et qui montre que ces glaciers sont bien à part. Évidemment, je n'ai pas le temps de dire pourquoi ils sont restés à l'équilibre, mais sachez qu'il y a une forte variabilité dans la fonte des glaciers à travers le monde. Et effectivement, là, on fait un petit zoom sur les chaînes d'Asie centrale. Vous avez reconnu ici l'Himalaya du Népal. Alors, quand les cercles sont rouges vifs, c'est là qu'on a le plus de pertes. D'accord? Et si les cercles sont grands, c'est qu'on a de très grandes surfaces glaciaires. Alors, rouge, ça domine ici. Ça domine juste à peu près, jusqu'au Nanga Parbat, à peu près, vous voyez, ici. Voilà. C'est le cas également des Tian Shan, et cette fameuse exception Kunduz Karakorum, où vous voyez que les cercles sont grands, parce que ce sont très grands glaciers, mais ils sont blancs ou ils sont bleutés, c'est-à-dire ça montre que ces glaciers sont restés à l'équilibre assez longtemps. Et bien sûr, l'Amérique du Sud, où vous avez, grâce à une glaciologue argentine du Saillant, et qui a fait sa thèse dans notre labo, elle a montré, en utilisant des images satellites, les pertes des glaciers, de tous les glaciers en Inde, c'est un gros boulot. Et vous voyez très bien que les pertes sont très très fortes en Patagonie et au sud des Andes, ici, Hielo Patagonie au nord et Sur, ici, et Terre de Feu, bien sûr, également dans les zones tropicales et plus au nord, bien sûr. Avec quelque chose d'intéressant, entre 2009 et 2010-2018, une particularité, c'est que ces glaciers du nord, qui sont dans des régions très très arides, avaient pratiquement pas perdu de masse entre 2000 et 2009, et là on voit bien qu'ils commencent à perdre de la masse. Autrement dit, on est un peu dans le cas du Karakorum, qui ne perdait pas sa masse, et qui maintenant se met à perdre de la masse. Je parle des glaciers, bien sûr, des pertes d'épaisseur. Voilà une très belle photo de mon professeur Louis Boutry, qui est un des fondateurs de la glaciologie physique, ici, dans la région du Plomo, au-dessus de Santiago, avec ses paysans tout à fait spectaculaires. Voilà, donc, moi, dans les zones, j'ai étudié un petit glacier de Chacaltaya qui domine la base. Bah, vous voyez, je l'avais équipé en 91, j'y montais tous les mois, et vous voyez ce qui est resté 2000, 2003, 2005, 2009, et il a complètement disparu. En 2010, c'est un peu le Sahara des Andes de Bolivie. Alors, les glaciers, pourquoi font-ils? Rapidement, ils fondent parce qu'en surface, il y a davantage d'énergie disponible. Voilà, ça c'est pas loin de l'Argentine au fond, là. Ici, c'est le Chili au fond, et là, on est dans le sud bolivien. On fait des mesures de bilan d'énergie en surface. Et le bilan d'énergie, c'est bien parce que ça permet de relier le climat et le glacier. On mesure les différents flux qui s'échangent entre l'atmosphère et la surface. On en déduit, grâce à ces appareils, on en déduit une ablation, on calcule une ablation, et en même temps, on mesure cette ablation avec certains appareils ici, à ultrasons. Et on compare ce qu'on a mesuré et ce qu'on a calculé. Et ça permet vraiment de bien individualiser les différents processus qui entrent dans la fonte des glaciers. Ici, on fait la même chose.
c'est sur mon collègue Patrick Paillon, du Dabo, ici, dans le glacier Mera, pas très loin du Makalu, et vous avez deviné, vous avez vu ici vers Brest, le Lodz qui est dans les nuages et le Nupsé. Voilà, donc on fait ça souvent très haut, là on est au-dessus de 6 mm d'altitude. Et effectivement, la fonte augmente depuis les années 80, augmente sensiblement. Et il y a une autre façon de relier le glacier et le climat, c'est de mesurer tout simplement les températures et utiliser les données des stations météorologiques. Et effectivement, quand on regarde, ici c'est la moyenne de Bourg-Saint-Maurice et d'Embrun, deux stations qui sont situées vers 1000 mètres d'altitude dans les Alpes. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, le 0, c'est la moyenne de référence, donc 61,90, cette moyenne. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir qu'à partir du milieu des années 80, dans les Alpes, le climat bascule. On voit très très bien l'augmentation extrêmement rapide des températures à partir du milieu des années 80. C'est une autre façon d'expliquer le déclin des glaciers accéléré depuis cette date. Alors évidemment, il faut temps de voir ce qui va se passer dans le futur. Et là, pour ça, on suit les sources du GIEC, bien sûr, en fonction des émissions de CO2, des scénarios que nous avons d'ici 2100, on calcule des hausses de température globale. Et pour les Alpes, eh bien, on utilise des modèles régionaux, justement, pour nous dire quelle température on aura dans les Alpes en fonction des différents scénarios de d'émissions. Et ça donne ça. Ici, je repars du début, c'est-à-dire la fin des années, la fin du petit âge glaciaire, en 1860, 63, suivant la carte d'état-major. On voit les glaciers qui descendent très très bas. Tacona, glacier des Bossons, il vient titiller les cultures ici. Le glacier des Bois, il s'appelle les Bois parce qu'il se termine dans une forêt. C'est la mer de glace, bien sûr. Et puis le glacier de l'Argentine. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Eh bien, c'est grâce à mon collègue Christian Vincent, on arrive à faire des scénarios en fonction de ce scénario d'émission qui est, semble-t-il, actuellement le plus probable. Pas le plus souhaitable, mais le plus probable. C'est-à-dire qu'on commence à diminuer nos émissions seulement en 2050. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les deux glaciers Argentière et le mer de glace. Vous voyez tout de suite qu'il y a une faiblesse ici, au niveau des séracs, là. Et effectivement, la mer de glace en 2050 sera complète. Ça va isoler une grande masse de glace morte qui ne sera plus alimentée par les précipitations venant du sommet et les glaces formées autour du col du Midi, ici. Là, l'Argentière aura suffisamment reculé pour faire apparaître un lac qui sera assez grand. Et en 2100, qu'est-ce qui se passera? Toujours suivant ce type de scénario, eh bien, mer de glace, il restera un peu de glace au sommet autour du col du Midi, et le glacier d'Argentière aura complètement disparu, et il y aura ici un lac assez grand qui sera surveillé, puisque un lac qui domine une ville, et comme ça, c'est jamais très prudent, et donc il faudra surveiller ce lac et voir et étudier les possibilités qu'il y a déborde sur les habitations de chacun. Alors, les Suisses ont fait la même chose pour le glacier d'Alège. Donc, le glacier d'Alège, avec le scénario d'émission où 2.6 est très proche des accords de Paris, c'est-à-dire qu'on commence à limiter nos émissions tout de suite, très très vite. Il reste un peu de glace jusqu'à ici, un lieu qu'on appelle Concordia-Platz, où actuellement il y a encore 700 mètres d'épaisseur de glace. Je rappelle que le glacier d'Alège est le plus grand glacier des Alpes, avec 22 km de long. D'accord? 4.5, le scénario de la mer de glace, on voit que Concordia-Platz est complètement déperdu. Et le scénario le pire,
on continue à émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On voit que pratiquement, il n'y a plus de glaciers d'Alèche à la fin du siècle. Et si évidemment le plus grand glacier des Alpes a disparu, autant dire que les autres petits, tous les autres glaciers de plus petite taille auront disparu bien avant. C'est effectivement ce qui va se passer, ça c'est une nouvelle simulation, sur le glacier de Saint-Sorlin, dans le massif des Grandes Rousses. Vous l'avez ici en 99, et là en 2022, vous voyez, il y a déjà un changement. La photo est prise à un endroit. Vous voyez qu'il y a déjà un changement notable. Alors que donne cette simulation, toujours avec le scénario 4.5? Eh bien, vous l'avez en 2020. 2030, bon, il commence à se passer des choses, là. Il y a pas mal de glaciers qui font bande à part par rapport à l'axe principal. 2040, les masses de glace s'individualisent de plus en plus. Et 2050, autrement dit, ce scénario donc, montre que tous les petits glaciers, c'est-à-dire tous les glaciers vanois, la plupart des glaciers du massif des Écrins et de tant d'autres massifs, Pyrénées évidemment, eh bien tous ces glaciers auront disparu non pas en 2100, mais en 2050. 2050, c'est l'espace d'une génération. Donc, amenez-y vos petits-enfants, regardez ces glaciers avant de disparaître. En conclusion, Pyrénées, disparition d'ici 10 à 15 ans. Hein. Les grands glaciers, eh bien, ils en ont jusqu'à 2100, mais au prix d'une perte d'environ du tiers de leur volume vers 2050. Et les petits glaciers, en dessous de 3500 mètres, devraient disparaître d'ici 2050. Alors, deux petites choses sur les conséquences pour la ressource en eau. J'ai pris deux exemples, la Durance et un exemple en Bolivie, évidemment. En Durance, ici, vous avez le bassin de la Durance, avec sa tronçon, en brun, et là. Et ça, c'est le glacier blanc, s'il en reste. D'accord? Eh bien, c'est un bassin en amont d'Embrun qui recouvre 3600 km². Et la surface glaciaire est déjà de 15 km², autrement dit 0,42%. C'est intéressant de savoir si cette petite masse glaciaire intervient sur les débits déjà de la Durance. Eh bien, pas grand-chose. 0,2 à 3% au niveau annuel. Et ce pourcentage monte à 3 à 6% en été, entre mai et septembre. Ça correspond à peu près à 38 millions de mètres cubes d'eau. Mais bien sûr, cette contribution glaciaire augmente quand on se rapproche des glaciers évidemment plus grands à la Louise qu'à Caron. Pour la Durance, évidemment, ça va changer les choses en 2050. Ici, c'est des simulations de 2050. Vous voyez très bien, ça, c'est les débits 1960-86. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la fonte des neiges va être anticipée devant un mois avant. Elle va se produire avant. Au lieu de se produire en mai-juin, comme elle s'est produite dans les années 60, elle va se produire de plus en plus en avril-mai, voire même en mars-avril. Si bien que plus d'eau au début du printemps, on va monter moins et on va être un peu plus creux entre juin, juillet, août, septembre. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus de glaciers, d'une part. Mais on a vu que les glaciers, c'est déjà pratiquement tout neuf. C'est pas grand-chose. Surtout, ce qui va augmenter, c'est l'évapotranspiration. Et l'évapotranspiration, c'est-à-dire avec la hausse prévue des températures, on va avoir des sols plus secs, des lacs plus petits, une végétation plus clairsemée, etc. Et ça, c'est ça qui va contribuer surtout au changement dans les débits de la Durance d'ici 2050. Je termine, je passe le droit. Voilà, on est en Bolivie, on est dans les Andes, un glacier qu'on a équipé avec nos collègues boliviens en 1991. Voilà, on a mis donc ici des seuils, on a fait des stations, les stations marchent toujours, et sous un glacier qui s'appelle le glacier de Songo, le glacier de Huayna-Potosí. Alors, ce qui est intéressant, grâce à ces données qu'on a recueillies avec nos collègues, c'est de voir à quoi servent les glaciers
dans une région tropicale où la saison sèche dure à peu près 4 à 6 mois, si vous voulez. Ici, vous avez la courbe des précipitations. 0,9, c'est septembre, hein, et 0,8, c'est août. Ce sont les moyennes. Vous voyez que la saison des pluies est très localisée sur les mois d'été. On est dans la naissance, hein, c'est-à-dire entre novembre et mars. Voilà. Donc, on peut se demander, mais quand il ne pleut plus, que deviennent les cultures, que deviennent les pâturages, etc. Et c'est là qu'on fait intervenir le glacier. Le glacier, tant qu'il existe, il donne beaucoup d'eau ici, par fonte, au début de la saison des pluies. Autrement dit, toute cette partie-là, eh bien, c'est grâce au glacier, qu'on peut faire des semailles, qu'on peut planter, etc., etc. Et puis, on voit que pendant la saison sèche, les glaciers maintiennent un débit minimum, qui permet quand même d'irriguer. Vous voyez, ce schéma qui est vu à une étudiante bolivienne qui a fait cette thèse d'avocat, Cynthia Ramalho, eh bien, on voit très bien qu'elle a bien démontré l'importance hydrologique des glaciers dans cette région. Et effectivement, cette région, eh bien, elle a besoin de ces glaciers. La Paz del Alto, c'est 2 millions d'habitants maintenant, c'est la capitale de Bolivie. Voilà le glacier qu'on a étudié, qui est toujours sous étude. Le Huayna Potosí, qui mesure 6 mètres 4, ici. Le glacier du Congo. Voilà. Bon, là, ça nous intéresse un peu moins, mais j'ai parlé de niveau marin au début. Je dis 2 mots là-dessus, quand même. Les observations altimétriques, grâce aux satellites, nous montrent que le niveau de la mer monte environ de 3,3 à 3,5 mm par an. Ce sont des observations très précises. On peut vraiment s'y fier. Eh bien, parmi ces 3,3 mm, 1 mm, c'est de l'expansion thermique. L'océan s'échauffe, il devient plus gros, et donc, voilà. Les glaciers de montagne, c'est 28%, Groenland 28%, et l'Antarctique, c'est encore relativement faible, 15%, mais la contribution des Calos est en train de monter et va dominer très certainement celle des glaciers de montagne. Je vous remercie.